soit tu muscles ta puissance, soit tu muscles ta souffrance. Soit tu choisis l'amour, soit tu choisis la peur. Dans tous les cas, c'est un choix. Tu les sors de ta boîte, même avec la maladie. Alors, je suis Vanessa Gagné, je suis mentor et coach en neuro-identitaire, spécialisée dans l'émancipation de la maladie. Alors, neuro-identitaire, c'est quoi cette chose-là? Souvent, on me demande. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le fonctionnement naturel du cerveau pour aller réactiver la sécurité intérieure, libérer les blocages et surtout créer une vie alignée avec ton identité profonde. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne les femmes donc à se reconstruire de l'intérieur pour vraiment redevenir puissantes, libres d'être, mais aussi libres de créer avec leur nouvelle identité. Parce que moi aussi, donc je suis traversée par la maladie, donc j'ai une pathologie visuelle et auditive évolutive. Et j'ai été accompagnée, bon, j'ai fait des tas de choses, mais en réalité, c'était jamais assez. Voilà, c'était tout un ensemble de méthodes à droite et à gauche, comme on peut trouver, et c'est chouette, parce que l'idée est quand même de se faire accompagner. Mais en tout cas, ce n'était pas suffisant pour moi. Donc, je voulais comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, je suis repartie en formation. En formation en neurosciences, en justement neuro-identitaire, manifestation consciente, en énergétique, voilà. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir pris tout le bon de ce que je pouvais trouver dans cette formation, dans ces formations même, pour pouvoir proposer un chemin d'accompagnement qui va de l'être vers le faire, avec la maladie. Je suis persuadée, pour moi, ma mission de vie, c'est vraiment de faire le pont entre le corps et l'être. C'est de faire le pont entre ce que la maladie détruit et ce qu'elle révèle. Parce que pour moi, je suis là pour montrer que la maladie, c'est pas une fin, quoi. C'est le début, c'est le commencement d'une autre vie. C'est un portail qu'on vient de franchir. Alors, mon intention pour cette conférence-là, c'est justement de vous proposer un chemin, des clés de compréhension de ce qui se joue. Alors, ce chemin, vous êtes libre ou pas de le prendre. Ça il vous appartient en tout cas de l'emprunter. Parce que, comme on dit, la carte n'est pas le territoire, quoi. En tout cas, pour moi, guérir, alors on n'est pas dans le sens médical du terme, mais guérir, ce n'est pas effacer ce qu'on a vécu. Pas du tout. C'est vraiment de le transmuter pour revenir à soi. Pour naître, mais autrement, à partir de cette nouvelle version de soi. Alors, sortir de sa boîte, justement, on y vient. Qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, c'est ça. C'est, comme je l'ai dit, c'est redevenir. C'est la personne que l'on est avant que tout ça ne commence. C'est se souvenir de qui on est. C'est avoir, vous savez, ce sac à dos qui est rempli d'énormes pierres et de les enlever une à une, ces pierres. Alors justement, ce n'est pas semblant d'être forte. Vous voyez, moi par exemple, c'était une fuite en avant pour moi. Tout le monde me disait « Ah, t'es forte toi ». Ouais, peut-être, mais non, c'est un masque. Donc c'est ça l'idée. En tout cas, ça c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc c'est arrêter de faire semblant d'être forte. C'est arrêter de mettre des masques. C'est arrêter de vouloir revenir à l'ancienne version de soi. Elle n'existe plus. C'est sortir de sa boîte, c'est surtout arrêter de se battre contre soi. Vous imaginez toute l'énergie qu'il faut. Il faut déjà de l'énergie pour guérir, mais en plus se battre contre soi. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut largement agir, quoi. Donc c'est arrêter de se mettre en mode survie. Parce que la maladie, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué, mais on apprend à vivre autrement, dans un espace plus vrai, plus conscient et surtout plus vivant, quoi. Donc sortir de sa boîte, c'est retrouver ton axe, c'est retrouver ta puissance, ta sécurité intérieure et ta liberté. Tout ça, c'est sortir de sa boîte. Alors, pour ça, donc, il existe un chemin intérieur, donc un processus naturel, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut de tout ce que j'ai pu entreprendre. Donc, il respecte le corps, le système nerveux et l'identité.
Donc il y a une suite logique assez simple, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est effondré, c'est de comprendre ce que ton cerveau fait pour te protéger, c'est de comprendre les croyances qui t'enferment, c'est de comprendre pourquoi changer, c'est si difficile. Et une fois qu'on a compris tout ça, alors on peut commencer le chemin, c'est-à-dire accueillir, transmuter, libérer et incarner. Alors le choc invisible. Je vais démarrer par des chiffres qui sont extrêmement parlants. Parce qu'on parle souvent du visible, de la douleur, on parle souvent du corps, on parle des soins, mais en réalité on parle peu du choc invisible, ce qui se joue à l'intérieur de nous. Quand la maladie bouscule le corps, c'est toute l'identité qui s'effondre. C'est la force, le rôle qu'on a dans notre société, la contribution, la confiance qu'on avait en nous, c'est la place qu'on a même dans le monde, alors la place qu'on a au sein de notre écosystème, de notre famille, mais aussi dans tout le monde professionnel et tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une personne sur 3 en arrêt maladie longue durée, perd son emploi dans l'année. Il y a plus de 60% des personnes qui sont reconnues en invalidité, qui vivent dans une énorme précarité, oui, normal. Les revenus baissent de plus de 50%. Une personne sur 2 qui rechute après 12 mois de retour en arrêt, d'épuisement, d'aggravation. Alors le choc invisible, c'est important pour moi d'en parler parce qu'on parle souvent du visible, on parle des douleurs. Par exemple, avant de faire cette conférence, j'avais d'énormes douleurs et des migraines ophtalmiques, mais c'est pas important pour moi. Néanmoins, ça fait partie de ma vie. Donc on parle des douleurs, on parle de la fatigue, on parle des soins, mais on parle peu du choc invisible, de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que quand la maladie bouscule le corps, c'est toute l'identité qui s'effondre. La force qu'on avait, le rôle, notre contribution dans notre monde. Alors, bien sûr, au sein de notre écosystème, de notre famille, mais aussi dans le monde professionnel, dans le monde de manière générale. C'est la confiance qu'on a en nous. Alors, on avance, on sourit, on tient. Moi, j'ai certaines femmes que j'accompagne, qui sourient devant leur famille, mais qui sont littéralement effondrées à l'intérieur d'elles-mêmes. Et quand on regarde les chiffres, alors là, je lis mes notes, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y a une personne sur 3 donc, en arrêt maladie, longue durée, surtout qui perd son job à la fin de l'année. Il y a plus de 60% des personnes qui sont reconnues en invalidité, qui vivent dans une énorme précarité. Mais forcément, on ne travaille plus ou moins, donc les revenus s'effondrent. Il y a une personne sur 2 qui rechute dans les 12 mois de retour en arrêt, d'épuisement, d'aggravation. Non, parce qu'on répare le corps, mais il y a aussi l'intérieur. Donc, c'est pas seulement le corps qui souffre. Comme je l'ai dit, c'est toute la structure de notre vie qui est complètement désorganisée. L'identité, les repères, la sécurité et le rôle social. Donc le choc invisible, pour moi, c'est ça. Parce que, après le choc, le cerveau, en fait, il se met en mode survie. Donc pas par faiblesse, mais par protection. Parce que quand le corps vit un danger réel, donc la douleur, la maladie, l'effondrement, etc., le corps, il active une réponse automatique. Je protège la vie en priorité. Donc, il va couper, il fait des choix, il va couper tout l'élan, toute la motivation, toute la joie, toute la clarté mentale, la créativité. Il va même couper parfois l'accès aux émotions. Donc, c'est pas psychologique, mais c'est biologique. Parce que le cerveau n'a toujours qu'une fonction première, c'est nous protéger. Alors, qu'est-ce qui se passe justement ? Donc, dans la zone du cerveau, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est un petit peu le détecteur de fumée. Donc l'amygdale s'active, crée danger, donc elle scanne absolument tout, donc dans l'hypervigilance, elle surveille tout, elle s'attend toujours au pire. Et ce qui se passe du coup, c'est que le cortex préfrontal, donc c'est toute la zone qu'on a devant, c'est la zone où on fait les choix, c'est la zone où on trouve du sens, où on prend des décisions,
où on se projette, où on crée, quand on est en mode survie, ça devient presque inaccessible. Donc il n'y a plus de vision, il n'y a plus de clarté, il n'y a plus de direction. Tu sais à peu près ce que tu dois faire, mais tu n'y arrives pas. Donc ça devient extrêmement compliqué. Ça peut amener de la procrastination, ça peut amener de la culpabilité, la perte de confiance. Et là, du coup, le système nerveux, lui, il passe en mode défense. Donc les sensations sont amplifiées, la fatigue, elle est constante. Parfois, on a envie de s'isoler, et parfois, c'est un véritable brouillard. On ne sait pas par où commencer. Donc le corps, là, il reste figé. Voilà pourquoi tu peux être guéri, même physiquement, mais en réalité, il y a tout derrière. Tout ce qu'il y a derrière, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'épuisement, le blocage, le vide, l'énergie, le manque d'élan, l'incapacité à se projeter. Mais bon, tu as bien compris que ça, c'est pas toi. C'est uniquement ton système nerveux qui, lui, il n'a pas compris que c'était fini. Donc les conséquences, c'est que du coup, la vie, elle ne repart pas. C'est pour ça qu'après une maladie, une opération, on peut rester des mois, voire des années, à l'arrêt à l'intérieur de soi. Tu as envie d'avancer, mais ton cerveau, lui, il dit non, c'est pas réparé, il est toujours en danger. Donc tu veux changer, mais ton système nerveux, lui, il freine. Tu veux te reconstruire, mais il y a quelque chose en toi qui reste figé, quelque part, là-haut, plus que là-haut d'ailleurs, dans l'inconscient. Donc c'est pas un manque de volonté, là je rassure, parce que j'ai des personnes qui sont coupables. Donc c'est pas un manque de volonté, c'est pas un défaut, c'est pas un problème mental, c'est juste le cerveau qui n'a encore pas compris que le danger n'existe plus. Et tant qu'il croit que c'est dangereux, il t'empêche d'avancer. Et puis, il y a un autre gardien du temple. Celui dont on parle peu et qui nous retient même quand ça semble aller mieux. Et là, même, ça concerne même toutes les personnes, même celles qui ne sont pas malades, c'est l'ego. Alors l'ego, je ne parle pas de l'orgueil, je parle de l'ego identitaire, quoi. L'ego, en tout cas, je vais mettre une définition, qu'on soit clair là-dessus, mais l'ego, en fait, c'est tout ce que tu crois être. C'est tout ce que tu crois devoir pour exister. C'est les identités que tu t'es construites. Je suis. Bon, je suis timide. Je suis forte. Je suis hypersensible. Je suis malade. Non. Ce n'est pas une identité d'être malade. Je vis une expérience de vie, qu'est la maladie. Et sur un continuum de la vie, c'est l'expérience sans doute la plus violente entre la vie et la maladie. Mais ce n'est pas nous. Notre job, c'est justement d'aller sur ce curseur pour le ramener vers la vie. Donc je reviens à l'ego. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est toutes les identités qu'on s'est créées, mais c'est aussi tous les rôles qu'on joue, quoi. Celle qui veut sauver, par exemple. Ce sont toutes les stratégies de survie. C'est celles qu'on met en place pour être aimé, pour éviter la douleur, pour tenir intérieurement. Donc vous voyez, en soi, l'ego, c'est plutôt chouette. Il est là aussi pour nous protéger. Le problème, c'est quand il prend tout l'espace. Parce que là, quand il prend tout l'espace, ce n'est pas vous, ce n'est pas toi. Quand tu prends tout l'espace, il t'empêche d'accéder à ton essence profonde. C'est lui. C'est lui qui pilote ta vie, alors que tu crois que c'est toi. Et ses armes, ses munitions, c'est d'utiliser entre autres la peur. Donc la peur de sortir, la peur d'avancer. Donc finalement, c'est pareil, c'est toujours le continuum entre le champ du possible et le champ de l'improbable. Transformer, sortir de l'improbable pour petit à petit aller vers ce champ du possible. Mais avec un ego qui dit attention danger, attention peur. Donc vous voyez, donc il y a tout un tas on a tous un tas de protections pour nous empêcher. Maintenant, ça tombe bien, on a aussi des munitions pour pouvoir avancer.
Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup j'ai créé un chemin en 4 étapes. Donc le premier des chemins, enfin la première étape de chemin, c'est accueillir. C'est vraiment la réconciliation intérieure. C'est sortir justement de la guerre contre soi. Donc j'ai créé un chemin en 4 étapes, justement pour pouvoir sortir de tout ça, pour pouvoir aller vers de la liberté, pour pouvoir être, pour pouvoir faire. Donc la première étape de ce chemin, c'est accueillir, tout simplement. C'est le premier mouvement intérieur, c'est vraiment celui sans lequel rien ne change. Parce que accueillir, c'est arrêter, c'est surtout ça, de se battre contre soi. Accueillir, en fait, c'est pas se résigner, c'est arrêter de vouloir aller bien, alors que c'est pas le cas. C'est se dire, s'accorder le droit même de se dire, j'ai peur, je suis fatigué, je ne sais plus. C'est enlever justement tous ces masques de l'ego, celui qui nous éloigne de notre identité profonde. Entre le masque social, l'identité profonde. Ouais, c'est faire le chemin pour l'enlever et revenir à cette identité profonde. Donc là, il n'y a pas de notion de performance du tout, quoi. C'est déposer les armes, c'est reconnaître qui on est et ce qu'on vit, ici et maintenant, ce qui est juste. Il n'y a pas de notion d'injustice. Ce que l'on vit est juste, ici et maintenant. C'est vraiment la première réconciliation avec soi. Alors, je vais vous parler justement de ces blessures émotionnelles, parce que elles ne sont pas des faiblesses en fait, elles font partie de nous, tout simplement, sauf qu'elles n'ont jamais été entendues, à un moment où finalement on aurait eu besoin de l'être. Parce que la maladie, on le sait, c'est le choc, mais ça réveille les blessures, la peur d'être seul. Alors dans les chiffres, il y a 1 couple sur 3 qui divorce suite à une maladie. Donc la peur d'être seul, la peur d'être un poids, la peur d'être une honte, le besoin de prouver, le besoin de porter. Moi j'étais là-dedans. C'est pour ça que quand on reprend les phrases de départ, j'étais dans la souffrance sans le savoir. La maladie, elle ne crée pas les blessures. Elle réveille celles qui étaient cachées à l'intérieur. Et quand on fonctionne en neuro-identitaire, il y a quelque chose d'assez génial, c'est comme je vous ai dit, on plonge dans l'identité. Et on voit que finalement, on maintient les croyances pour nous protéger. Tout a un avantage. Si on reste comme ça, c'est qu'il y a un avantage. Cet avantage, il est caché. Donc on cherche à le découvrir. Donc j'aime bien parfois dire que je suis une enquêtrice, parce que c'est vraiment ça. Donc c'est une co-enquête, on va dire. Mais l'idée, elle est là. Parce que quand on plonge, en fait, on révèle souvent la part de soi. Celle qu'on ne veut pas voir. La part d'ombre. Et plus on met en lumière cette part d'ombre, plus on est dans l'acceptation de ce qui se passe. Parce que ce qu'on ignore, c'est que cette part d'ombre, c'est elle qui est à la manœuvre. C'est elle, finalement, qui nous fait avoir des comportements qu'on ne veut plus. Donc, imaginez, c'est comme si vous arriviez dans une maison, vous aviez une pièce toute noire, vous n'y allez jamais, vous savez qu'elle est là, mais vous n'y allez pas. Vous allumez cette pièce, forcément, vous la sortez de l'ombre, et vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Donc, finalement, vous n'avez plus peur de passer à côté de cette pièce, puisqu'il y a de la lumière. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. C'est d'accueillir cette part-là, de la réintégrer. Donc d'accueillir cette part-là et de la réintégrer. Donc c'est ça dans le pilier accueillir. C'est vraiment d'aller chercher et comprendre toutes ces blessures. Donc pas celles qui ont été créées par la maladie, encore une fois, mais celles que ton corps n'avait plus la force de cacher. Et ces blessures, son corps ne nous oublie pas, il les garde dans le système nerveux, c'est toujours pareil. Donc ça veut dire, je ne suis pas médecin, mais enfin je vous partage quand même des notions de neurosciences sur la façon dont le corps réagit après un choc. Moi je les traduis par des mots vivants qu'on puisse comprendre.
Mais quand tu accueilles ce que tu ressens, en fait, si vous voulez, le système nerveux, lui, quitte l'état de guerre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la part d'ombre qu'on accueille. L'amygdale, dont j'ai déjà parlé, notre sacré détecteur de fumée, lui, il se calme. Donc, comme il se calme, la respiration devient plus lente. Les muscles se détendent. Le cortisol, lui, baisse. Et surtout, le système parasympathique s'active. Donc, plus de détente. Ça fait un bien fou quand on y accède. Mais j'avoue, je n'étais pas là-dedans avant. Donc ça, pour moi, c'est de la guérison. C'est d'abord ça. C'est retrouver un système nerveux qui n'est pas en hypervigilance. Donc, accueillir, pour clôturer le pilier, c'est vraiment sortir de la guerre intérieure, pour que la guérison puisse commencer. Alors, quand on commence à s'accueillir, il se passe d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, c'est le début du chemin. Il y a quelque chose qui s'ouvre, parce que le corps, lui, il arrête de lutter. Et là, moi qui suis malvoyante, on change de paire de lunettes. On regarde notre histoire autrement. On lui donne un autre sens. C'est là que commence la transmutation. Donc ça, justement, c'est le fameux pilier 2 qui est de transmuter. Et là, c'est génial parce que c'est une alchimie vraiment intérieure. On change le sens de ce qu'on a vécu. On change le sens de ce qu'on a vécu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire « mon corps m'a trahi », et bien là, on découvre en fait que merci parce qu'il nous a obligés à nous arrêter pour l'écouter. Je vous parlais de moi, mais combien de fois il m'est arrivé de pousser. J'ai alors pour le coup un mental extrêmement fort, donc je pousse. Et à un moment donné, j'y arrive plus, quoi. Le corps dit stop. Donc l'idée, au lieu de se fâcher, parce qu'il y a des objectifs à faire, etc. Aujourd'hui, c'est d'être en capacité de lui dire, écoute, merci, quoi. Merci parce que sans ça, je continue, et sans ça, je continue à me faire du mal. Donc transmuter, c'est changer justement cette vision des choses. C'est la douleur, en fait, du coup, ça devient un enseignement. C'est reconnaître que derrière chaque effondrement, il y a un appel du vivant, quelque chose qui réajuste la trajectoire. Alors, et d'un point de vue neuro, le cerveau, il y a un truc génial, c'est qu'il est plastique. Alors quand on dit qu'il est plastique, c'est pas la matière, mais il y a une neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les connexions neuronales, elles se créent différemment. Réajuster sa trajectoire. Alors, chaque fois que tu revisites une expérience, avec un regard nouveau, ton cerveau, lui, il crée de nouvelles connexions. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il recode la mémoire émotionnelle. Ça veut dire que la charge du souvenir, elle s'allège. Au lieu que ce soit de la souffrance, ça se transforme en autre chose. De la peur qui peuvent se transformer en de l'amour. Et du coup, en faisant ça, il libère une énergie. Puisque l'énergie qui était utilisée à combattre, là, elle retrouve sa vitalité. Donc on change la chimie intérieure, on change la vibration, on change même le futur. Donc c'est là qu'entre en scène la responsabilité. J'aime beaucoup ce mot, parce que c'est un choix. C'est exactement ce que je vous disais en début de conférence. On prend sa responsabilité. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables. On est seul responsable de la manière dont on gère. Pas les autres. Ni le gouvernement, ni la famille. Nous seuls. On est responsables. On prend notre télécommande. Imaginez d'ailleurs, si on laisse la télécommande à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre va appuyer sur les boutons qu'il veut. Et nous, on est en attente de ce que l'autre appuie, du bouton sur lequel il appuie. Imaginez le coût que ça représente. Donc, prendre sa responsabilité, c'est redevenir souveraine. C'est redevenir créatrice de ses choix. Donc c'est ça, prendre sa responsabilité.
Donc c'est phénoménal, c'est un pouvoir phénoménal. Par contre, ça veut dire aussi pas de culpabilité. C'est pas ma faute. Non, j'aime pas utiliser le mot ma faute. Vous imaginez la pression que ça fait pour soi. Donc on l'oublie. Donc on récupère la télécommande. On remet notre puissance dans notre intériorité, pas dans les mains de quelqu'un d'autre, ni dans le passé, ni dans la maladie, ni dans les circonstances. D'ailleurs, c'est un fantasme de croire que l'extérieur va nous sauver. Parce que nous sommes responsables, nous sommes en capacité de faire changer de trajectoire. Nous sommes en capacité de créer le bateau qui va bien quand il y a la tempête. Donc, vous voyez, transmuter, c'est ça. Donc, c'est vraiment reprendre ce pouvoir-là sur la façon dont l'histoire continue. Donc, sur la façon dont l'histoire continue. Et quand tu changes le sens de ce que tu as vécu, tu récupères une énergie phénoménale. Et c'est cette énergie qui te permet de te libérer. Surtout de ce qui ne t'appartient plus. Et c'est justement l'objet de pilier numéro 3. Donc, ça s'appelle libérer. Alors, c'est pas libérer, délivrer de Walt Disney, quoique on pourrait. Mais là, je vais pas chanter parce que ça va pas aller non plus. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que libérer, c'est se délester de tout ce qui nous appartient plus. C'est lâcher les injonctions du monde extérieur. Justement, reprends-toi vite, fais ça, fais bonne figure, arrête de faire ça. Moi, ça m'est beaucoup arrivé ces dernières années. Et pourquoi tu fais ça, t'en as pas besoin? Non. Non, ma vérité, c'est important. La mienne. Donc, c'est vraiment aussi lâcher les croyances qu'on a héritées de notre passé. Je dois être parfaite. Je dois prouver ma valeur. Je ne mérite pas. C'est lâcher aussi toutes les stratégies de survie, C'est d'arrêter de se sacrifier pour tout le monde. Moi, j'ai une personne que j'accompagne, elle se sacrifie, elle commence maintenant à en avoir conscience, mais littéralement pour sa famille, quoi. Parce que dans la part cachée, dont je vous parlais au-dessus, elle voulait éviter « je suis une mauvaise mère ». Bien sûr qu'on ne veut pas être une mauvaise mère. Mais l'idée, c'est pas d'être une mauvaise mère, c'est juste de mettre en lumière. Simplement d'en avoir conscience que on a aussi le droit de se poser, quoi. Donc, arrêtez de se sacrifier. Ça fait partie de la libération. Et je recommence. Donc, arrêter de se sacrifier, ça fait également partie de la libération. Donc, c'est vraiment ça, c'est arrêter de faire semblant, de s'effacer, de se suradapter. Ça, voilà, ce ne sont pas les nôtres, quoi. Là, on les a intégrés pour survivre. Mais aujourd'hui, elles n'ont plus leur place. Parce que quand tu commences à te libérer, qu'est-ce qui se passe encore dans le cerveau? J'aime bien faire le lien chaque fois avec le cerveau. Comme j'ai dit, quand on a les clés de compréhension, c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir changer. Mais donc quand tu commences à te libérer, le cerveau désactive les anciens circuits de stress et crée, encore une fois, de nouvelles connexions qui sont liées à la sécurité, qui sont liées à la joie, qui sont liées à la confiance. Et surtout, tu n'agis plus depuis la peur, plus depuis « je dois faire ça ». Et surtout, tu agis depuis ta nouvelle version de toi, où tu es dans l'acceptation de qui tu es, ici et maintenant. Donc se libérer, c'est aussi récupérer sa souveraineté. C'est pas se révolter, c'est se redresser, et c'est de se dire, je choisis. Je me choisis. Ça n'a rien d'égoïste. Là, on est dans le cadre d'une guérison, parce que pour être bien avec l'extérieur, il faut d'abord être bien avec soi,
pour pouvoir donner de l'amour à l'extérieur, il faut déjà pouvoir se donner de l'amour à soi. Donc là, c'est vraiment ça, cette souveraineté. C'est quand tu t'arrêtes de vivre depuis ce que les autres attendent et que tu recommences à vivre depuis la personne que tu es vraiment. Donc libérer, c'est revenir à soi et remettre du pouvoir à l'intérieur. C'est redevenir la réalisatrice, l'actrice de ta vie. Donc c'est redevenir la réalisatrice de ta vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Donc on a vu tout un chemin de guérison. Donc là on est prêt. On est prêt à se révéler. Parce qu'on est allé à la rencontre de nous-mêmes, parce qu'on est allé dans notre être profond. Donc maintenant on va pouvoir s'incarner, ce qui fait l'objet du pilier numéro 4. On s'incarne dans la matière. Donc c'est arrêter justement d'être la spectatrice de sa vie. On redevient créatrice. Je reprends. Donc, on s'incarne. Donc, l'objet du pilier numéro 4. Donc, c'est quoi? C'est maintenant, on est prêt. On a fait tout le chemin. On a revisité toutes les blessures. On a compris le sens même de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? L'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, au contraire. Là, on est sur la rampe de lancement pour s'incarner. Et donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'on matérialise, on va matérialiser notre projet de cœur dans la matière. Ça veut dire que notre projet de vie, notre vie professionnelle, elle est tout aussi importante. Mais surtout, cette vie-là, elle est en cohérence avec qui on est. Avec la puissance, avec la personne qu'on est devenue. Parce que maintenant qu'on a travaillé l'être, on est sur le faire. Et donc, je vais vous parler de la manifestation. Parce que, qu'est-ce que la manifestation? Alors peut-être on en a entendu parler ou pas, mais la manifestation, c'est manifester sa vie, en tout cas, c'est mettre un projecteur à l'intérieur de soi. C'est comme si vous mettiez un projecteur à l'intérieur de vous-même pour faire ressortir à l'extérieur tout ce qui est important pour vous, tout ce dont vous avez envie de faire. C'est choisir votre chemin, c'est choisir votre réalité, c'est choisir votre mouvement face à une multitude de mouvements que vous pourriez avoir. Et quand tu manifestes ta vie, eh bien, c'est mettre dans la matière la version de toi que la maladie t'a permis de rencontrer. Ta vie professionnelle, elle ne peut pas être construite depuis l'ancienne version de toi. Ou alors à quel prix? Moi, j'ai une personne qui a repris la vie professionnelle, donc qui vient me consulter. Mais à quel prix? Elle se suradapte, elle est fatiguée. Je ne sais pas combien de temps elle va tenir. Donc elle a pris conscience du danger. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir des rechutes. Donc finalement, le projet professionnel, quand il devient un projet de cœur, alors là c'est comme s'il n'y avait pas de métier, pas d'étiquette, c'est juste une expression de qui tu es réellement. Donc c'est ça, s'incarner. C'est bâtir depuis la nouvelle femme que tu es devenue. Donc le pilier 4, donc s'incarner c'est quoi? Donc c'est matérialiser ton projet de cœur dans la matière. Donc quand on parle de projet de cœur, on parle de projet de vie perso, mais aussi de vie professionnelle. Parce que la précarité, comme on l'a vu un peu plus haut, touche beaucoup de personnes. Donc l'idée aussi, c'est avec la maladie, se construire, mais également se construire sur le plan professionnel, financier, et sur l'indépendance, et sur la liberté. Donc, matérialiser, c'est incarner, donc c'est arrêter d'être dans une gare et de regarder tous les trains passer.
c'est même créer le train, c'est même créer la gare, c'est même créer la station-service. Donc ensuite, donc le pilier 4, c'est s'incarner. Et s'incarner pour moi, c'est quoi? Ça va être une image, hein. C'est comme si avant, vous étiez dans une dans une gare et que vous regardiez tous les trains passer sur toutes les destinations que vous avez envie de prendre. Donc pour avancer vers notre destination, vers le GPS, l'idée quand même, c'est aussi de se poser des questions, mais des questions simples, celles qui ouvrent, celles qui réveillent, celles qui nous font vibrer, celles qui nous font lever le matin et qui ramènent au vivant. C'est justement comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me fait sentir vivante aujourd'hui? Qu'est-ce que dans ce que je fais me fait sentir vivante? C'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour ça? Alors, ce ne sont pas des exercices, ce sont des portes de compréhension. Et quand on y répond depuis notre être profond, alors le projet professionnel vient aussi. Maintenant, le plus important aussi, c'est entre ce que nous on aimait, c'est comment la vie répond. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que le comment, j'ai envie de vous dire, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est certainement pas dans le contrôle, mais c'est dans le lâcher prise. Donc, aussi fort vous devez poser votre attention, et aussi fort vous devez lâcher prise pour laisser venir ce qui doit venir. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ma part, vous avez planté la graine, et vous devez attendre. Parce que la fleur, elle pousse naturellement. Hein. Vous n'allez pas pouvoir tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc, quand l'attention elle est claire, que la vibration est alignée, il n'y a rien à forcer. Et c'est là que les synchronicités apparaissent. Les bonnes rencontres, les évidences, les opportunités. Par exemple, moi je suis devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une synchronicité également. J'en profite pour remercier Romain Bouvier. Donc, tout ça, c'est pas magique. Hein. C'est parce que j'ai envoyé un signal clair. Je voulais accompagner des personnes qui ont traversé la maladie. J'ai fait tout mon chemin pour ça. Je me suis formée pour ça. J'ai planté ma graine. J'ai posé mes attentions et je suis là aujourd'hui. J'en suis la preuve que ça fonctionne. Donc vous avez bien compris, parce que pour que la manifestation prenne forme, donc ce que j'appelle la concrétisation de votre projet, voilà, je vais redescendre sur un autre niveau de compréhension. Non, je vais pas dire ça. Donc vous avez bien compris, pour que la manifestation fonctionne, donc c'est-à-dire la concrétisation de votre projet, eh bien, il faut que l'intention trouve un terrain fertile, et ce terrain, c'est celui des émotions qui vont élever notre signal, qui ouvre le corps, qui calme le cerveau et qui met la vibration au bon endroit. Et donc, il y a des fréquences pour ça. Et l'amour et la gratitude, c'est vraiment des fréquences qui aident la manifestation. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé d'amour, parce que ce sont des fréquences qui sont tellement importantes. Imaginez que quand on crée, qu'on bâtit, qu'on est en relation depuis cet espace-là, et pas depuis le manque, depuis la peur, ça change absolument tout, quoi. C'est la fréquence, l'amour est la fréquence la plus haute. C'est celle qui remet du mouvement dans le corps. C'est celle qui reconnecte à la vie. Et la gratitude, elle va stabiliser l'attention. Elle va changer notre chimie interne. Donc elle va envoyer tous des signaux de bien-être, toute cette neurochimie liée au bien-être. Elle va élever notre signal et elle va surtout ouvrir le champ des possibles. Donc si l'amour élève, la gratitude, elle aligne. Et ensemble, elles aident ton intention, à devenir matière. Donc pour clôturer dans ce pilier, c'est incarner, donc c'est honorer celle que je deviens.
Parce que il y a une phrase qui m'est venue en pleine nuit, c'est « Je suis ce que je deviens ». Je suis ce que je deviens. C'est-à-dire l'essence. Je suis déjà avant que ça s'incarne dans la matière. Voilà. La conférence touche à sa fin. Donc je vous remercie pour votre attention et pas attention. Quoique si vous êtes devant cette conférence, c'est pas hasard. Donc merci bien. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, eh bien vous pouvez me retrouver sur le stand Intelexia, qui est mon bébé, mon jardin, là où j'accueille toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, et merci également aux organisateurs du salon, et merci Andy Guyot qui m'a aidé à monter cette vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous surtout.